Bonsoir tout le monde, je m'appelle Alex, bienvenue dans cette émission en direct d'interaction. Ce soir, nous avons l'opportunité d'interagir avec Jean-Claude Noir. Il a travaillé pendant 35 ans en tant que forestier, technicien forestier, et aujourd'hui il partage ce qu'il a appris à travers son livre Forestier de l'État, une vocation. Vers la fin de l'émission, nous allons découvrir un autre aspect de son expression artistique qui est la peinture. Avant qu'on convan- Avant qu'on commence, je vous invite de prendre quelque chose à boire ou à grignoter, de mettre un j'aime et de laisser un commentaire. Jean-Claude, bienvenue et merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Bonjour Alec, merci à toi. Avec plaisir. Commençons par la base. Ça peut sembler évident, mais qu'est-ce qu'une forêt? Comment est-ce qu'on définit ce qui constitue une forêt? Alors, qu'est-ce qui constitue une forêt? Alors, sur un plan juridique, il y a pas de définition exacte, mais il y en a une en fait qui fait relativement foi, c'est-à-dire qu'on considère que c'est une vaste étendue qui est couverte d'arbres forestiers. Mhm, C'est ce qu'on appelle plus communément un bois. Alors, quant à l'état boisé, en fait, il se définit par le fait d'être un caractère de sol occupé par des arbres forestiers, avec des essences forestières uniquement, mais à condition que le couvert euh, fasse à peu près 10% de la surface boisée, de la surface concernée par la parcelle, mhm. mais uniquement avec la projection des houppiers. Donc en fait, ce sont des surfaces qui sont concernées qui sont très faibles, c'est-à-dire 10% d'une surface avec des arbres forestiers, c'est considéré comme un bois Wow. dès lors que le petit bosquet fait plus de 5000 m², c'est-à-dire un demi-hectare. Ok. Bon, il y a quelques notions qui ont été ajoutées du fait de dire, par exemple, que les arbres doivent faire au moins 5 mètres de hauteur à leur âge adulte, Mhm, ce qui exclut de fait tout ce qui est verger et qui a une vocation agricole. ok. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire sur la définition d'une forêt, qui en fait est une définition admise, on va dire. Ok. Ok. Super. Ben, maintenant qu'on a la base, nous pouvons aller droit vers la deuxième question qui me semble super intéressante, enfin super importante dans le cadre de mon travail et de ton travail. Et qui est, voilà, je suis certain que tu as aussi lu des centaines de commentaires d'internautes qui disent qu'en Europe et surtout en France, tout va très bien avec les forêts. Et si on regarde, entre 1850 et 2019, la surface forestière en France a doublé. Elle s'élève en 2019 à presque 17 millions d'hectares, soit 31% de la surface du pays. Donc, ça a l'air de bien aller. Est-ce que les Français doivent s'inquiéter pour l'avenir des forêts françaises? Alors, oui, c'est très ambigu. En fait, effectivement, la surface a augmenté de façon relativement considérable. À cela, il y a la déprise agricole, donc qui a joué son rôle avec beaucoup de terrains qui ont été abandonnés Mhm. et qui se sont reforestés naturellement, on va dire. Bon, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que pendant un laps de temps, à partir du moment où la prairie ou les terres sont abandonnées jusqu'à ce qu'on considère que c'est un état boisé, il y a quand même un certain temps qui fait que, au-delà de ce terme-là, on ne peut pas considérer que la forêt a repris ses droits. Mais c'est vrai que la surface forestière a quelque part augmenté de façon assez considérable. Alors Mhm. après, il faut quand même pas confondre la qualité et la quantité. Ok. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de surface qui a augmenté, mais après, on peut discuter aussi sur la terminologie et ce qu'est aujourd'hui une forêt. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme une forêt? Donc, quelque part, on revient aussi à la définition sur laquelle on vient de partir. C'est que, voilà, ce que peut-être une entreprise considère comme une forêt, c'est pas forcément quelque chose qu'un biologue va considérer comme, comme une forêt. Ben, le problème, c'est que la forêt peut se reconstituer de façon naturelle. C'est-à-dire, Mhm. c'est ce qu'on appelle les accrus qui poussent au fur et à mesure parce que là, bon, la nature a quand même un peu peur du vide et dès lors qu'on lui laisse un champ libre, automatiquement, elle l'accapare. Donc, il suffit d'avoir des arbres et puis en bordure, si on abandonne, automatiquement, la haie va progresser, etc. Et on va gagner en termes de surface. Alors, quand c'est ce genre d'augmentation qui perdure, on va dire que c'est pas dramatique en soi, puisque on reboise avec des essences locales. Mhm. Le problème aujourd'hui dans l'augmentation des surfaces qui est assez considérable, il faut quand même se dire qu'il y a un gros problème qui est un problème de malforestation, c'est-à-dire qu'en fait,
il y a énormément de surfaces qui sont boisées, Mhm. mais qui sont des surfaces avec des peuplements artificiels. Ok. C'est-à-dire par opposition au peuplement, disons, naturel, quoi. Ok, donc là vraiment, on fait la distinction entre une forêt biodiverse et une monoculture d'arbres qui est vraiment destinée à l'exploitation économique. Et donc voilà, donc si je comprends bien, le chiffre de la surface boisée, ça ne nous dit pas grand-chose sur la qualité de la forêt. Non, parce que si on veut parler uniquement en chiffres, ben c'est vrai que la France compte 17 millions d'hectares. Mhm, On peut la situer aussi au quatrième rang par rapport à l'Europe, puisqu'elle se situe derrière la Suède, la Finlande et l'Espagne. Sauf mhm. que, ben, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Euh, Quand on prend la forêt des Landes, par exemple, c'est une forêt artificielle qui est en monoculture de pins maritimes exclusivement sur 1 million d'hectares. Bon, Mhm, effectivement, c'est un massif extrêmement rentable en termes économiques. ok. Mais qu'est-ce qu'on peut dire en termes de biodiversité et en termes d'aménagement du territoire et de tout ce qui va avec? Il y a quand même beaucoup de questions à se poser sur cette façon de gérer la forêt. Ok, et juste une question un peu supplémentaire par rapport à ce que tu viens de dire. Quand tu dis que c'est une valeur économique très élevée, est-ce qu'on parle au court terme ou est-ce que cette valeur, est-ce que si on continue à exploiter cette terre de cette façon-là, avec cette monoculture, est-ce qu'on pourrait s'imaginer que dans l'avenir, cette valeur économique va baisser à cause de différents facteurs comme l'appauvrissement des sols ou euh, certaines maladies qui peuvent toucher ce genre de plantation plus facilement qu'une forêt biodiverse. Donc, est-ce qu'on parle de gains économiques à court terme euh, quand on parle de ce genre de monoculture, ou est-ce que c'est aussi durable? Est-ce que c'est quelque chose qui peut continuer pendant des décennies, voire des siècles? Est-ce que ça continuera à être rentable dans l'avenir? Alors, ce qu'on peut dire de façon assez simple et objective, Mhm. c'est que ça n'est effectivement économiquement parlant rentable que parce qu'on est sur du très court terme. Ok. Euh, Quand on prend une forêt traditionnelle, la forêt traditionnelle, dès lors qu'on laisse à la forêt le temps de pousser et qu'on lui laisse le temps de sa maturité, automatiquement elle se régénère. Je veux dire, un chêne, il donne des glands, un châtaignier donne des châtaignes, et ces fruits-là redonnent à nouveau des jeunes plants, etc. Et la forêt se régénère naturellement. Mhm. Euh, et il n'y a pas besoin d'intervention de l'homme pour faire régénérer ces forêts-là. Les forêts telles que les forêts de résineux, de monoculture résineuse, Mhm. le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'on les rende économiquement rentables, il faut des exploitations à court terme. Or, à court terme, les résineux ne peuvent pas se reproduire. Donc, ce qui fait qu'on les coupe avant leur âge de maturité, et Mhm. automatiquement, il n'y a pas de régénération derrière. Donc, ça nécessite à nouveau, effectivement, comme tu l'as judicieusement dit, ça nécessite à nouveau le fait de faire intervenir des engins, d'à nouveau retravailler le terrain, etc., avec tout le cortège de ce qui va avec. Donc, Mhm. c'est, pour répondre à ta question de façon claire, c'est économiquement rentable à court terme, et à long terme, effectivement, c'est une catastrophe écologique par rapport justement à la destruction des sols, à l'appauvrissement des sols, raison pour laquelle, même quand on fait des plantations résineuses, on traite à outrance avec des engrais Ok. pour compenser la destruction des terrains, on traite avec des pesticides pour éliminer les petites bébêtes qui vont aller manger les pins que sont les îlots, etc. Donc il y a tout Mhm. un cortège derrière, effectivement, qui est généré par la monoculture résineuse. Parfait, merci beaucoup pour ces clarifications. Voilà, je vais regarder quelle était ma question suivante. Ah oui, elle suit naturellement ce que nous venons de dire. Je vais juste changer l'image en montrant un article qui a fait le tour des réseaux sociaux le mois passé, qui parle donc d'une nouvelle étude qui nous dit que 40% des espèces d'arbres en Europe sont menacées d'extinction. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça a à voir avec tout ce qu'on vient de dire jusque-là, de la mauvaise gestion forestière? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Et je pense que la question que la plupart des gens qui nous écoutent en ce moment-là, la question qu'ils se demandent, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver la biodiversité européenne qui est visiblement menacée d'extinction?
Alors, moi, ce que je peux répondre, c'est en prenant un exemple qui est relativement concret et précis, qui s'adapte à la France et puis plus particulièrement à la région dans laquelle je me situe, qui est le sud-ouest. C'est-à-dire que chez nous, l'arbre, on va dire, de référence, c'est le chêne ce sont les chênes et les châtaigniers, et majoritairement ce qu'on appelle les taillis de châtaigniers. Or, aujourd'hui, il se trouve que les taillis de châtaigniers sont ce qu'on appelle des taillis dépérissants. Donc, dépérissants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur des enchouchements qui sont très vieux, avec des arbres et des rejets qui sont relativement fatigués, et malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas, l'arbre est un être vivant comme nous. Et nous, on est pareil, c'est-à-dire quand on vieillit, on a plus tendance à attraper tout un tas de maladies que quand on est jeune, fort et résistant. Mhm. Et donc, tous ces peuplements qui sont des peuplements vieillissants de par l'ensouchement et les rejets qui sont fatigués, effectivement, attrapent tout un tas de maladies euh, courantes qui fait qu'aujourd'hui, ces taillis sont dépérissants. Alors, le problème de ces taillis dépérissants, c'est qu'après, il y a deux façons de les traiter. C'est-à-dire que soit on se sert du fait de dire, ah ben, ils sont dépérissants, donc automatiquement, il faut qu'on les remplace par des essences nouvelles et plus rentables, et c'est ce qu'on fait actuellement avec le plan maritime. Mhm. Donc, ce qui fait qu'on détruit les taillis feuillus, notamment les châtaigniers, pour y mettre des plantations de résineux, majoritairement des pins maritimes et également des Douglas. On pourra revenir aussi sur le Douglas ultérieurement, peut-être tout à l'heure. Mhm. Ceci étant, c'est que souvent, le dépérissement des feuillus est l'alibi pour mettre des résineux aujourd'hui. Ok. Donc, effectivement, il y a l'aspect, pour en venir à ce que tu posais comme question, effectivement, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect phytosanitaire qui fait que certaines essences sont dépérissantes, mais on pourrait les traiter de façon différente pour les régénérer plutôt que de les détruire systématiquement. Mhm. En Dordogne, par exemple, on a un programme énorme qui représente plusieurs milliers d'hectares de destruction de taillis de châtaigniers avec un programme d'enracinement massif. Ok. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'avec des châtaignes nouvelles qui tombent au sol, on ne peut pas faire des nouveaux francs de pied qui, eux, seront complètement sains, sans toujours partir du fait que les taillis les brins sur les taillis sont malades et ne pourront pas se régénérer. C'est aussi le problème des chênes qui ont tout un tas de problèmes phytosanitaires aussi, et Mhm. dont on se sert aussi comme excuse pour à nouveau les enrésiner. Ok. Ok. Excellente réponse, merci. Et voilà, en fait, quand je t'entends parler de solutions, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se passe beaucoup au niveau politique, quelque chose qui doit, voilà, ce genre de solution à grande échelle qui concerne les forêts de nos pays. J'ai vraiment l'impression que c'est des choses que c'est l'État qui gère ces forêts, qui doit intervenir, alors que quand on parle aux gens, j'ai l'impression voilà, on aimerait tous avoir des solutions qui sont plus directes, on va dire. Donc souvent, moi, ce que je vois souvent sur ma page, puisque je parle beaucoup de politique, quand on parle de déforestation ou de malforestation, je parle beaucoup de politique et il y a beaucoup de gens qui se fâchent et disent pourquoi tu es si négatif, pourquoi tu parles de ça. Euh, Est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on parle sur le positif, qu'on parle sur l'action? Et donc, est-ce qu'on ne serait pas mieux d'essayer de restaurer les forêts en plantant plus d'arbres? Ou par exemple en soutenant des organisations, des compagnies qui plantent des arbres? Et je vois que toi, tu parles aussi du fait qu'une forêt peut se régénérer toute seule. Donc, est-ce qu'en fait, le fait de planter des arbres, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous permettre de restaurer nos forêts? Et dans quelle mesure est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas. Mais tout ce qu'on vient de dire de façon globale et qu'on dirait un petit peu en aval, ben Mhm, moi, c'est ce que j'explique dans mon livre Forêt, État et une vocation, que j'ai écrit mhm, effectivement avec mes 40 ans d'expérience en tant que forestier de l'État. mhm, Alors, forestier d'État, en France, il y a deux options, c'est-à-dire qu'il y a la partie qui gère les forêts domaniales, c'est l'Office national des forêts, qui actuellement connaît quand même de gros problèmes de gestion de forêt. Il n'y a qu'à voir toute l'actualité qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux au niveau des informations et autres. L'Office national des forêts se porte aujourd'hui relativement mal. mhm, Et de l'autre côté, il y a les gens comme moi, qui étaient donc des techniciens forestiers aussi de l'État, et nous étions, nous, en charge d'accompagner la gestion des forêts privées dans ce qu'on appelle les directions départementales de l'agriculture et de la forêt à l'époque. mhm. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, avant les années 2000, avant la tempête de 99, en fait, Oui.
il y avait des programmes financiers d'accompagnement, c'est-à-dire que l'État jouait son rôle d'accompagnateur. C'est-à-dire qu'on avait des financements qui étaient faits pour accompagner les propriétaires qui reboisaient. Mhm. Après la tempête de 99, vu les gros dégâts qu'il y a eu, tout l'argent a été mis sur ce qu'on appelait la reconstitution, l'amélioration, enfin tout ce qui était remise en état des forêts. Donc ces aides, à l'époque qui étaient du Fonds forestier national, ont été arrêtées. Mhm. Et aujourd'hui, il y a un désengagement complet de l'État Mhm. qui fait qu'il n'y a plus de crédit de l'État mis à disposition des propriétaires pour Mhm. reboiser. Ok. Aujourd'hui, le seul accompagnement qu'il peut y avoir, ce sont effectivement les collectivités territoriales comme les conseils départementaux et autres qui allouent certaines petites sommes, mais qui restent relativement dérisoires au regard de ce qu'on pouvait faire avant. Mhm. Ok. Donc c'est vrai que les financements, ben, aujourd'hui, on en manque énormément. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces financements pour reboiser nécessitent des fonds très importants. Mhm. Mais si on revient à ce que je disais antérieurement, euh, ne serait-ce que pour régénérer des forêts naturelles comme les tailles de châtaigniers ou les chênes, ça ne coûte rien. Ok. C'est uniquement du bon sens, un accompagnement humain Mhm. de façon à réapprendre aux gens comment on cultive une forêt. Or, malheureusement, la technicité est partie, puisqu'on ne le fait plus. Et Mhm. aujourd'hui, ben, on ne fait confiance qu'aux gros engins, aux bulles, aux engins de débardage, aux grosses machines, aux grosses coupeuses, etc. Et maintenant, on a pris l'habitude de travailler qu'avec des gros engins, mais on n'a plus la même œuvre appropriée. Ok. 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 Je pense en fait que tu viens de répondre à ma question suivante, mais je vais quand même la poser au cas où tu aurais il y a quelque chose que tu aimerais rajouter. Donc, aux yeux de l'État, en l'occurrence l'État français, est-ce que la forêt est vue d'abord comme un écosystème, comme un bien commun qu'on devrait tous s'en occuper et protéger, ou est-ce que c'est vraiment vu uniquement à travers l'aspect économique, une forêt à exploiter? Donc, et aussi, peut-être une question un peu supplémentaire, puisque je pense que tu viens déjà de répondre un peu à cette question-là. Est-ce qu'on peut produire du bois en respectant la biodiversité? Parce que, voilà, entre les gens qui aimeraient qu'il n'y a aucun arbre qui soit coupé et qu'on laisse les forêts se développer toutes seules et qu'on les laisse tranquilles, et entre les gens qui voient juste la valeur économique, est-ce qu'il y a un juste milieu, on va dire, où on peut quand même extraire du bois d'une forêt, mais faisant ça d'une manière respectueuse et d'une manière qui protège la biodiversité et qui, qui ne nécessite pas forcément la plantation de vastes monocultures comme ce qu'on voit pour l'instant. Ben, ce qu'on peut dire en toute objectivité, c'est que de toute façon, toutes les décisions aujourd'hui, en milieu forestier comme en agriculture, etc., sont des décisions politiques. Donc, Mhm. on ne peut pas déconnecter ça du politique. Ok. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on est en train de faire en forêt, c'est ce qu'on a fait dans l'agriculture il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on est en train d'industrialiser la forêt pour la rendre rentable. Mhm. C'est-à-dire que le côté biodiversité, etc., euh, c'est un petit peu la bonne conscience, on va dire. C'est-à-dire qu'on se sert de ça pour annoncer des choses intéressantes avec le bilan carbone, avec effectivement la photosynthèse, etc. OK. Mhm. Sauf que les décisions qui sont prises au niveau politique, elles sont complètement à l'inverse. Mhm. Euh, Moi, je veux bien, mais j'ai travaillé pendant plus de 40 ans comme fonctionnaire des eaux et forêts. Je veux dire, j'ai vu les directives qu'on demandait de prendre, j'ai vu les pressions auxquelles j'étais soumis, moi, quand je travaillais. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le discours, et puis après, il y a ce qu'on en fait. Alors, la décision, elle est effectivement politique. Et Ok. aujourd'hui, la filière bois, c'est une filière extrêmement importante en termes de ressources et en termes financiers, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on ne voit que l'aspect financier majoritairement. Mhm. Alors effectivement, tous les forestiers vont dire, ah oui, moi je suis écolo, je suis... Oui, sauf que moi, pour te donner un exemple, et pour donner un exemple aux gens qui nous écoutent, Mhm. la Dordogne est le troisième département français en termes forestiers. Euh, Nous étions trois forestiers, trois techniciens. Mhm. Sur les trois techniciens, il y en avait deux qui travaillaient à un service qui était un service économie agricole.
C'est-à-dire c'est une filière bois dans un service économie agricole, donc déjà ça veut dire ce que ça veut dire. Et j'étais le seul, moi, à être dans un service qui était, euh, qui était un service qu'on appelait euh, gestion de l'espace, donc aménagement du territoire, si on peut dire un peu plus comme ça. Mhm. Donc un contre deux, enfin contre, c'est pas le mot, mais un pour que défendre un peu l'aspect environnemental et l'aspect biodiversité de la forêt, et deux pour parler de la partie économie. Ok, Voilà. ok, ok. Donc, ça résume la situation. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que tout est fait pour encourager l'aspect économique. Moi, l'autre jour, il y a un article qui est paru sur un journal local qui est très connu dans le sud-ouest, où Mhm. la filière bois, sous couvert des entreprises qui sont maintenant qui ont le monopole des reboisements, disait que l'objectif pour la Dordogne, qui est un département que tout le monde connaît, qui est extrêmement naturel, extrêmement touristique, etc., avec une biodiversité extrêmement intéressante, où l'objectif était de ramener le nombre d'essences principales à 4. Et les 4 essences en question, ce sont le pin maritime, Mhm. le penthéda, le douglas et le peuplier. Mhm. Le peuplier qui sert essentiellement pour la caisserie, pour les cagettes, etc. Ok. Le douglas qui fabrique la plupart des palettes pour le transport à usage unique. Mhm. Le pin maritime qui alimente en grosse partie les papetiers, etc., etc. Donc, D'accord, d'accord. ce sont souvent des sous-produits, voilà, mais qui font des volumes énormes. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle filière qui est apparue, qui est la filière bois énergie, dont on pourrait parler et qui est Ouais. effectivement assez spectaculaire. Waouh. Ouais, ouais, je pense que tu as répondu vraiment à tout à tous nos craintes que nous avons tous, moi et tous les gens qui t'écoutent par rapport à ce qui se passe avec l'exploitation économique des forêts. Euh, Ma Mais là, question ce qu'il sur... faut savoir, Oui? oui, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Donc, ce que je voulais rajouter, c'est que bon, ce qu'il faut quand même pas perdre de vue, c'est que Mhm, nos forêts, c'est aussi nos paysages, c'est aussi notre diversité. mhm, Je veux dire, la Dordogne est un département qui compte énormément d'essences forestières, avec une majorité d'essences feuillues. mhm, Voilà, elle est extrêmement touristique, il y a énormément de vallées avec des milieux humides, etc. Si on détruit les vallées humides pour aller mettre des peupleraies, parce que c'est leur domaine de prédilection, si on détruit tous les taillis pour y mettre des pins, dire on va mhm, changer à la fois la diversité, à la fois la biodiversité, autant qu'il en reste, parce que quand on prend une forêt de Douglas ou de pins maritimes, dans lesquels on traite à outrance avec des pesticides tout un tas de produits débroussaillants ou autres, bah, il n'y a plus du tout de vie derrière. Il n'est pas rare de voir des forêts de Douglas, par exemple, mhm. où il y a plusieurs années de couches successives d'aiguilles, et on peut piocher à 1 mètre de profondeur, on ne trouvera pas un ver de terre, hein. Waouh. Donc, ce sont uniquement des arbres qui sont plantés pour faire de la production de bois. Mhm. C'est tout. Donc, on est dans l'économie pure et dure. C'est-à-dire Ouais. que, voilà, moi, quand je rentre dans une forêt, je ne vois pas systématiquement dans les yeux comme Picsou, les dollars dans les yeux. Il y en a certains, quand ils rentrent dans les forêts, ils savent tout Mhm, de suite au premier coup d'œil pour combien il y a d'argent dans la forêt. Et mhm. c'est pas, à mon avis, la meilleure façon de rentrer dans un bois. Ouais, tout à fait. Et ce que tu viens de dire, c'est vraiment... moi, je pense que d'une manière politique, c'est vraiment... On doit mettre vraiment... si on veut vraiment gagner l'opinion des gens et aussi arriver à expliquer pourquoi c'est important de préserver la biodiversité, je pense qu'il est vraiment primordial d'expliquer aux gens que, voilà, comme tu dis, une forêt où tu ne trouveras pas un seul ver de terre, même économiquement, même si on oublie tout le côté esthétique, tout le côté biodiversité, toutes les questions morales autour de la manière que nous gérons la biodiversité, même si nous nous Mhm. concentrons sur l'argument économique, qui est l'argument qui est le plus souvent avancé par les politiciens et par les corporations, même à ce niveau-là, on voit un échec à long terme, une activité économique qui ne peut pas être durable. On ne peut pas détruire les sols et dire que nous sommes en train de nous soucier de l'aspect économique. Parce que sans le sol, voilà, je ne sais pas à quel moment, mais on sait certainement qu'à un moment, euh, ces sols ne pourront plus continuer à produire ce qu'elles produisent aujourd'hui. Donc,
Pour Oui, moi, mais quand je t'entends parler, moi je vois un vol en fait, un vol économique plutôt que oui, mais une bonne de gestion. notre côté, oui, mais de notre côté, tu as parfaitement raison, mais de notre côté, ce qu'il faut quand même voir, c'est que la forêt, elle a effectivement un rôle économique. Mhm, Alors, on peut effectivement le mettre au premier plan parce que la mhm, forêt, il faut, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il y mhm. a des gens qui disent qu'il ne faut pas toucher la forêt. Ouais. Effectivement, on peut faire des sanctuaires pour recréer des forêts primaires, etc. Pourquoi Mhm, pas? mhm. Mais la forêt, dès lors que l'arbre meurt, après, c'est une perte financière aussi. Donc, il faut Ouais. aussi trouver un juste milieu entre tout ça. Mhm, Mais, mais la forêt, elle a cet aspect économique, mais elle a aussi un rôle social. mhm, Quand on voit en ce moment tous les gens qui vont dans les bois chercher les champignons, tous les randonneurs, tous les promeneurs, tous mhm, les botanistes qui s'y promènent, enfin tous ces gens-là, il y a ce rôle social. En périphérie des grandes villes, il y a un rôle social. Ce sont des poumons verts où les gens vont se promener, font mhm, les sorties dominicales. mhm, Et puis, il y a aussi un rôle de protection. En montagne, les forêts, elles protègent des érosions, etc. Elles protègent les rivières, etc. Elles protègent des crues. Enfin, je veux dire, il y a tout un ensemble. Il ne faut pas oublier absolument. que quand même, la plupart de l'eau que l'on boit, la terre, l'eau potable, Ouais. elle prend sa source en milieu forestier quand même. Excellent. Donc il y a tous ces aspects-là qui fait que on occulte un petit peu tout ça pour ne mettre en avant que l'aspect économique. Et je ne sais pas si tu as eu Ouais. l'occasion de voir le film Le Temps des forêts qui est passé un petit Mhm, peu partout. oui. Et c'est un film qui n'est pas du tout pessimiste, mais qui est on ne peut trop objectif Mhm, et qui fait le tour de tous les massifs de France, les Landes de Gascogne, les Vosges, le Jura, les Alpes, etc. mhm, Et qui explique, parti comme on est, que dans 50 ans, c'est demain, quoi, c'est nos gamins. Que mhm, dans 50 ans, ben, on n'aura plus de forêt traditionnelle en France si on suit le parcours qu'on est en train de prendre, si on enrésine à la vitesse où on enrésine, etc., mhm. etc. D'accord. Ah, donc, pour les gens qui n'ont pas vu ce film, voilà, c'est le moment de prendre note et d'aller le voir. Mais parlons un petit peu de ton livre, en fait, Jean-Claude, puisque voilà, sur l'image, les gens voient une image de toi qui est en train de tenir ton livre. Forestier de l'État, une vocation. Je vais être honnête, je n'ai pas encore commandé, je n'ai pas encore lu ton livre. Mais vu que, voilà, vu que je suis le gestionnaire de plusieurs pages qui ont vraiment à voir avec les forêts, je sens que je vais devoir lire ton livre. Mais dis-nous un peu, est-ce que ce livre s'adresse au grand public ou juste aux personnes qui sont directement impliquées dans la gestion des forêts? Et donc, et aussi une question en plus qui va en ce sens-là. Est-ce que nous devrions tous être impliqués dans la gestion des forêts? Car comme on parle aujourd'hui, nous avons tous l'impression que là, on parle vraiment d'une question politique. Donc, les questions politiques, bah, ça se passe aussi à travers la démocratie. Donc, est-ce que nous devrions tous être impliqués dans cette problématique qui est la gestion des forêts? Bah, si tu veux, en toute honnêteté, jamais j'aurais pensé devoir écrire ce livre. Ok. Et il se trouve que dans la fin de ma carrière, euh, quand j'ai demandé à m'occuper dans les 15 dernières années un peu plus de l'aspect environnemental qu'économie forestière, j'ai été obligé de faire un certain constat, c'est-à-dire que je me suis aperçu que les forêts étaient de moins en moins entretenues, qu'il y avait une perte de valeur en termes de bois, c'est-à-dire on tire le bois vers le bas de gamme et on ne fait plus de bois d'œuvre. Mhm, D'ailleurs, c'est pas difficile aujourd'hui, tous nos beaux, ce qu'on appelle les bois ronds et les bois de valeur, partent tous en Chine, en Inde, etc., pour être transformés et revenir après une fois qu'ils sont transformés. Donc on a quand même un problème en France avec les bois d'œuvre. mhm, Euh, mais ce livre, en fait, bah, je me suis aperçu en faisant le bilan de ma carrière, comme beaucoup de gens font, quel que soit leur corps professionnel, bah, je me suis aperçu quelque part que bah, le bilan, il n'était pas très positif, en fait. ok. Donc j'ai voulu en analyser bah, un petit peu tout, les causes, les raisons, etc. Donc j'en ai fait une analyse et j'ai balayé le plus large possible. Mhm, C'est-à-dire qu'on parle d'économie forestière, ok, mais la forêt, elle n'est pas attaquée que comme ça. La forêt, elle est attaquée par l'urbanisme, qui est complètement galopant et qui, justement, pour s'installer, ben, a besoin d'espaces libres et naturels, et la plupart du temps, on tape dans les forêts. mhm, Elle est attaquée par le tourisme, puisqu'effectivement, le tourisme a besoin de place aussi pour faire des villages de vacances, pour faire des acrobranches, pour faire des villages, etc., tout ce qu'on veut. Donc, on tape encore dans les forêts.
Et donc, je me suis aperçu effectivement qu'il y avait des attaques aussi diverses que variées. Et donc, j'ai analysé tout ça, je l'ai écrit dans ce livre, j'ai énuméré un petit peu les incohérences administratives qu'il pouvait y avoir. Mhm. J'ai aussi analysé le fait que souvent on se rend compte que la raison économique prime sur la raison réglementaire, Mhm. ce qui est quand même extraordinaire quand on a un code forestier qui régit les forêts privées et qui est le plus vieux code de France. Mais on s'en arrange allègrement quand on en a envie pour faire passer des dossiers ou des choses comme ça. Donc, ce livre, c'est tout ça. Je balaie un petit peu tous les aspects qui viennent en contradiction avec ce que devait être la forêt, le milieu naturel, etc., avec force d'exemple, d'analyse et de propositions. Oh, Et j'ai eu la chance dans cette entreprise-là d'être accompagné par Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste humanitaire extrêmement connu, qui m'a fait une magnifique préface, parce qu'il est aussi avant tout un scientifique. Donc, mhm. sa préface a quand même sa raison d'être. J'ai Yann Arthus Bertrand qui m'a offert la photo de couverture, Qui est magnifique d'ailleurs, ce qui est, les gens la qui voient est souvent. magnifique et qui représente effectivement, la couverture représente une canopée d'ébène en fleurs, donc c'est quand Mhm. même assez extraordinaire en Guyane. Et ce qui est amusant aussi, enfin amusant, c'est pas forcément le mot, c'est que la postface m'a été écrite par un ancien juge Mhm. qui a travaillé longtemps dans le domaine environnemental et qui conclut en disant que le droit est devenu une maladie et qu'aujourd'hui, traiter du droit en matière environnementale, c'est devenu une maladie. Mhm. Ok. Donc voilà, qui conclut un petit peu tout ça. Donc c'est un balayage de tout ce qui se passe en forêt aujourd'hui, avec une analyse à la fois objective, posée, analytique, avec beaucoup d'exemples qui étayent un petit peu cette thèse-là, quoi. Bon, bah, il me semble que je vais devoir absolument commander ton livre. Et je pense que les gens qui nous écoutent, qui sont concernés par la gestion des forêts, bah, je pense qu'il y en a certains qui vont aussi le faire. Mais dis-nous alors, tant qu'on parle de ça, comment est-ce qu'on va commander ton livre? Où est-ce qu'on peut faire ça? Alors le livre, il a été édité par un éditeur parisien qui s'appelle les Éditions de Varly, donc Mhm. on peut le commander sur le site de l'éditeur, mais on le Mhm. trouve dans toutes les bonnes librairies. S'ils l'ont pas, ils le commandent, il n'y a aucun souci, Ok. puisqu'il est distribué par le groupe Hachette, et Ah, donc ok, il n'y a ok. aucun souci par rapport à ça, et il est sur tous les sites de vente en ligne, hein. Ah, ok, d'accord. Donc il suffira juste de taper forestier de l'État sur Google ou plutôt sur Tout à Ecosia et fait. voilà, on va le Sur les trouver. moteurs de recherche, et automatiquement il sort dans tous les... Magnifique. Super. Euh, voilà. Mais passons alors à la dernière question. Je dois juste mettre quelque chose ici sur l'écran des gens. On va parler un peu de notre type d'expression artistique qui est la peinture. Mais j'essaie juste de trouver tes peintures. Voilà, maintenant les gens peuvent les voir. Donc voilà, à ma connaissance, je ne suis pas un expert, mais à ma connaissance, ton style de peinture est complètement unique. Donc explique-nous peut-être comment tu procèdes pour créer tes tableaux. Et parle-nous peut-être un peu de ton inspiration aussi, tant que tu y es. Euh, euh, Alors, pour en revenir à l'état initial, bon, mhm, moi je suis rentré dans les eaux et forêts, j'avais une vingtaine d'années, et j'ai toujours été attiré par le milieu naturel, les espaces naturels, etc. Et j'étais attiré aussi par tout ce qui était dessin, peinture. mhm, Donc, j'ai eu une formation artistique, puisque de formation, je suis pastelliste. mhm, Et un jour, je me suis aperçu en fait que les pastels, c'était mieux quand ils étaient écrasés, puisqu'on retrouvait le pigment naturel qu'est la poudre qui compose le pastel. mhm, Et je suis parti à travailler les pastels et j'ai commencé comme ça. Et en fait, j'ai pris de par ma formation de forestier et en tant qu'amoureux à la fois des forêts, etc., je me suis naturellement dirigé vers le fait de peindre des arbres, des forêts, la nature en fait. mhm. Et depuis une quinzaine d'années, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle, enfin, dans la création de tableaux sur le thème de l'arbre et de son écorce. C'est-à-dire que je recrée sur toile Mhm, des structures d'écorce. mhm. Et ma spécificité, le fait que je sois un petit peu unique à faire ça, c'est qu'en fait, je travaille uniquement avec des pigments naturels, avec des médiums naturels, et mes couleurs,
fabrique avec des pigments que je ramasse la plupart du temps dans la nature. Ce sont des Waouh. terres brutes que je travaille. Donc, je mélange ça avec des liants naturels, qui sont des résines ou des colles, etc. Mhm, Et je recrée des structures d'écorce sur toile. Et donc, de plus en plus maintenant, je propose, entre guillemets, des expositions clés en main. mhm. Le terme n'est pas beau, mais ça, c'est très explicite, dans lequel je propose ma connaissance de la forêt en tant que forestier pendant 40 ans, Mhm. mon aspect pictural avec mes propres toiles, Oui. dans lequel je porte aussi mon livre que je peux commenter. Mhm. Et j'ai fait tout un tas de panneaux extrêmement pédagogiques. Et donc, j'essaie de toucher le plus grand public possible, et notamment au travers des écoles, dans Mhm. lesquelles je Ah. vais assez souvent, pour expliquer aux gamins ce qu'est la nature, quels sont ses rôles, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Mhm. Et il y a le côté ludique, où j'arrive avec mon livre, où je peux leur parler de mon livre à travers mon expérience, et où ils visualisent en même temps les tableaux que je fais. Et comme ça, ils ont un aspect relativement global de ce que je fais, en essayant de les attirer par au moins un des aspects de ce que je fais, soit la peinture, soit l'écriture, soit le livre, soit ma propre diction par rapport à ce que je peux leur raconter de mon expérience. Waouh. Waouh, bah, je trouve que c'est une approche vraiment très efficace, j'imagine, parce que voilà, si peut-être que quelqu'un sera attiré par un côté de ton expression, peut-être quelqu'un sera attiré par un autre, mais au final, c'est un global, c'est un ensemble qui concerne tous et comme tu dis, qui concerne les enfants, même peut-être plus que personne d'autre. Donc, c'est vraiment Les magnifique. enfants, ce sont les idées. Quand on disait tout à l'heure que si on ne se bouge pas d'ici un demi-siècle, c'est-à-dire 50 ans, Mhm, on a effectivement plus de forêts traditionnelles à leur faire visiter. mhm, Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a été, nous, un peu laxistes sur tout ce qu'on a fait, et puis c'est eux qui vont en porter les conséquences directes. Donc c'est à eux qu'il faut s'adresser pour déjà faire profil bas et s'excuser un peu de ce qu'on a pu faire, parce que c'est mhm, aussi notre rôle de reconnaître nos erreurs, mhm. et leur expliquer qu'il faut éviter de faire les mêmes, et puis que la forêt, c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne respecte pas beaucoup l'être vivant en tant que tel, et puis les forêts, bon, c'est vrai que qu'est-ce qu'une forêt? Bon, un jour, on m'a dit, mais qu'est-ce qu'une forêt par rapport à un village de vacances, quoi, grosso modo? Parce que, Ouais. bon, ben oui, mais le village de vacances, il rapporte de l'argent tout de suite. La forêt, ben, pas trop, quoi. Non, Mais on voit pas les retombées indirectes de la forêt, on les voit pas. mhm. Donc ça, il faut l'expliquer. Magnifique. Bah, je vais utiliser alors cette occasion pour te remercier pour tout ce que tu expliques à nous et aux gens que tu rencontres dans tes expositions et à Mhm. travers ton livre, etc. Donc, où est-ce que les gens peuvent trouver ce que tu fais, suivre tes publications? Moi, je sais déjà que tu as une page Facebook, donc ce n'est pas seulement le livre et les expos, mais tu es aussi de plus en plus actif sur les réseaux sociaux, sur ta page Facebook. Euh, Alors, oui, par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer sur la forêt, j'ai créé effectivement une page Facebook qui s'appelle Forestier Résistant, dans lequel j'essaie de générer un genre de discussion à travers les gens et leur faire des publications par rapport à tout un tas de choses, sur des citations sur la forêt ou l'expérience que je peux en avoir dans certains domaines, mhm. par des textes ou autres. J'ai une deuxième page qui est Jean-Claude Noir, artiste, dans lequel effectivement je traite de mon actualité, on va dire, artistique par rapport à la peinture. Mhm. Et puis j'ai aussi un site sur lequel on peut aller voir mes tableaux, Ok, qui super. s'appelle Guiding, en fait c'est le site de Drouot qui s'appelle https://noir.guidard.com, dans lequel je mets toutes mes créations classées. Mhm. Voilà, et là je suis en train de terminer un deuxième livre que je Wow. suis en train de faire. Et là je vais essayer de rejoindre l'aspect forestier militant avec l'artiste que je suis, si on peut employer ce mot-là, dans Absolument. lequel, dans lequel j'explique un petit peu que depuis toujours, il y a toujours eu un amour inconsidéré entre l'art et la nature. Mhm. Et je fais un petit peu, je balaie de façon assez rapide tous les mouvements artistiques qui sont nés de la nature, comme l'arte povera, le land art, etc., le process art ou autre. Mhm. Donc je parle un petit peu de cette mouvance-là pour me resituer par rapport à tout ça. Et je parle aussi de certains auteurs comme Victor Hugo et bien d'autres qui ont pris la nature souvent comme
comme fond de leur théâtre pour parler un petit peu de leurs écrits et montrer que la nature a toujours été présente dans la vie des hommes et des artistes en général, quelle que soit leur activité artistique. Waouh, ah, oui, ça a l'air super intéressant. Donc, je dois me presser à lire ton premier livre pour que je puisse passer au deuxième. Euh, mais tous les liens que tu nous as dit, je vais les inclure dans la description de la vidéo. Donc, les gens qui se connectent après, ils pourront aller sur ton site, sur tes pages, pourront suivre ce que tu fais et tous tes aspects D'accord. de ton travail. Bah, Mhm, Jean-Claude, je pense qu'on a fait le tour de ce que j'aimerais parler avec toi ce soir. Si ça t'a mhm. fait plaisir d'avoir cette conversation, sache que on pourra toujours reparler sur d'autres aspects de ce thème qui est assez vaste et qui a toujours des infos qui sortent et que j'aimerais bien qu'ils soient commentés par un expert comme toi. Donc, Non, mais c'est vrai que c'est important parce que quand on parlait Le Temps des forêts, alors le film, moi j'ai animé à peu près une quinzaine de débats mhm, d'après-film oui, en Dordogne. Et c'est vrai que la question qui revient souvent, oui, mais quand on a fait le bilan et qu'on a expliqué tout ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi? ouais, C'est un peu la question que tu posais tout à l'heure. Qu'est-ce que nous, citoyens, on peut faire à notre niveau? mhm, Ben, je crois que déjà, il faut prendre les choses en main, il faut s'insurger contre tout ce qu'on voit. Il faut savoir que la plupart des dossiers, ben, ils sont réglementés, donc il faut savoir si déjà il y a d'autres autorisations, comment ont été données les autorisations. En mhm, ce moment, quand on voit les réseaux sociaux, il y a tout un tas de sites qui s'émeuvent de tous les arbres qu'on coupe dans les agglomérations, dans les villes, etc. oui, Alors qu'en fait, on n'arrête pas de nous dire que ben, il faut planter justement pour que les villes soient moins chaudes et autres, mais en mhm. contrepartie de quoi, ben, on se rend compte qu'on fait le contraire. Donc il y a tout un tas de mouvances aujourd'hui qui existent. Ben, le but, ça sera aujourd'hui que ces mouvances, voilà, que certains problèmes d'ego s'arrêtent un petit peu et puis que tout se rejoigne pour concorder dans un sens positif. Magnifique, magnifique. Nous allons faire ça. On peut appeler ça une interaction, on va dire alors, ce qui doit Exactement, se c'est une passer. interaction pour Magnifique, faire passer l'intérêt général au-delà de l'intérêt privé, quoi. génial. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je pense que c'était super intéressant et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui seront intéressées par ce que tu viens de partager avec nous. Ben, Encore une merci fois, à toi et puis oui. merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Oui, je pense qu'on va se revoir dans l'avenir. On va reparler des forêts, des solutions, des problèmes, etc. Je Et reste à ta disposition et à j'ai celle de gens déjà qui le hâte, souhaitent. j'ai déjà hâte de découvrir ton deuxième livre. Je ne savais pas que tu étais en train de l'écrire, donc tu m'as surpris. Et voilà, je suis curieux et impatient. Ok, Merci encore, Jean-Claude. À belle très soirée à bientôt. toi. Belle soirée Merci aussi. beaucoup. À très bientôt à tous. Au revoir. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. Voilà. Merci aussi de partager. Si vous êtes encore là, partagez. Ça change tout, puisqu'il y a plus de gens qui vont le voir. Laissez-nous en commentaire. D'ailleurs, merci à Estelle qui a partagé et qui nous a dit merci. Merci à Elisa qui a aussi partagé. À Damien qui a commenté. À Anne qui a partagé. C'est magnifique. Donc, chaque partage, chaque j'aime, ça compte puisqu'il y a plus de gens qui vont découvrir le débat et vont être sensibilisés à cette problématique. Merci à tout le monde. On se reparle très bientôt sur Interaction. Au revoir Jean-Claude. Au revoir, Alec. Merci beaucoup. À très bientôt à tous. À bientôt.